Voilà, ça c'est moi. Autopromotion. Et si je veux cliquer, il n'y a pas de souris. Ah, si, si, elle est là. Elle est là. Ouais, c'est bon. Et voilà l'objet de notre discussion. Merci. Ah, il n'y a pas de son? Si. Ah, si, il arrive. Vous pouvez applaudir. Et vous levez et danser. Je ne partirai pas tant que vous applaudissez pas. Donc le principe, c'était aussi de reconnaître Genève. Hein. Voilà. Merci beaucoup Geneviève, et merci à vous. Voilà. Maintenant, je vais raconter la vraie histoire de Tanguy. C'est qu'en fait, il était tanné de faire du digital, il rêvait de faire des films, et en fait, il l'a réussi, c'est lui qui l'a réalisé. C'est ça la vraie histoire. Bravo. Il a réalisé son rêve. Tout de suite, j'appelle, on va entrer dans le vif du sujet. Alors voilà, je vais même arriver à remettre les slides. Voilà. Et puis, nous allons donner la parole à la génération Co et j'appelle tout de suite Vincent Girardin. Oui, cher, il remplace Benjamin. Bravo. Merci. Mais toi, tu changes un peu. Tu as un autre diacho. Alors, on a un autre diacho, voilà. Ça, c'est encore un autre. Ouh. Merci. En quelques minutes, je vais juste effectivement vous parler, dresser un bref panorama en quelques minutes de l'économie collaborative et quelques opinions, quelques remarques sur ce sujet. L'économie collaborative, pour moi, une façon de résumer l'économie collaborative, c'est une mise à jour de notre mode de vie ou de nos modes de vie et de notre manière de consommer. Et évidemment, par conséquent, de fabriquer et de produire. Qu'est-ce que l'économie collaborative? C'est principalement trois choses. On parle aussi d'économie de partage, le sharing economy en anglais. C'est principalement trois choses, l'économie collaborative. C'est le partage de biens et l'échange de services, premièrement. Deuxièmement, c'est la co-création, la collaboration, le coworking, qui est plus précisément le sujet de ce soir. Et troisièmement, le financement participatif, le crowdfunding, qui permet à tout un chacun de financièrement participer, collaborer, financer des petits ou des grands projets. Le partage ou la collaboration, c'est évidemment pas un concept nouveau. C'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer cette année. Le partage a toujours existé, mais pour faire simple, je pense que le partage depuis quelques dizaines d'années, mais surtout depuis la révolution industrielle, on l'a un peu perdu. Le mode de vie a changé et on est entré dans un système de consommation très différent du troc et du partage et des échanges qu'on avait autrefois. Il n'en reste pas beaucoup aujourd'hui. Depuis 2-3 siècles, on est vraiment entré dans cette société de consommation caractérisée premièrement par une grande utilisation de ressources et de beaucoup d'énergie. Deuxièmement, nous ne sommes plus en contact avec, par exemple, les producteurs de notre nourriture, de notre aliment. Nous ne sommes plus en contact non plus avec les fabricants de nos biens de consommation de tous les jours. Et troisièmement, dans cette économie, dans ce système de consommation, nous avons perdu une certaine valeur des choses. Nous ne sommes, dans ce sens, pas assez matérialistes. Comme le dit Hervé Naillon, nous ne sommes actuellement
pas assez matérialiste parce qu'on n'a plus conscience de la valeur des choses. On consomme une chose dans une économie linéaire, on la jette ensuite. On n'a plus du tout conscience de comment les biens de consommation de tous les jours ont été fabriqués, ce qu'ils représentent, ce qu'ils ont impliqué dans leur fabrication, ce qu'ils vont impliquer aussi dans leur élimination. Pourquoi le partage, depuis quelques années ou quelques dizaines d'années, petit à petit, connaît un nouvel essor finalement par rapport à ces quelques 3 constatations négatives sur le système de consommation qu'on a depuis 2-3 siècles? Moi, je pense que cet essor nouveau du partage est dû à 3 constats principalement, 4, pardon. Principalement, nos biens sont la plupart du temps inutilisés. Une voiture, par exemple, d'après des statistiques, est inutilisée 92 ou 92% du temps. Donc on a 1,5 tonne ou 2 tonnes de métal, de divers plastiques, de beaucoup de matériaux qui sont inutilisés 92% du temps. On n'en fait rien. Et avec un système de partage, on pourrait l'exploiter beaucoup plus. C'est la définition d'Antonin de Wischer à Paris, justement, qui dit la capacité excédentaire, donc des biens de consommation, des équipements, des matières, des matériaux, des objets, peut être mobilisée par des services d'économie collaborative, justement. Le deuxième constat de cet essor du partage, pour moi, c'est évidemment les crises économiques, donc notre baisse du pouvoir d'achat, qui nous incite à réfléchir justement à où est-ce qu'on met notre argent, dans quel achat, et aussi à établir des priorités. Moins de pouvoir d'achat, je vais certainement plus partager ou trouver des solutions entre guillemets alternatives. Troisième chose, on constate évidemment depuis pas mal d'années une tendance à chercher plus de liens sociaux, plus de partage de connaissances, plus de proximité. Un peu en retour de balancier, si je peux dire, de la mondialisation, on cherche à revenir à du local, à de la proximité, à rencontrer justement qui a fabriqué tel et tel objet, à rencontrer le producteur, le maraîcher, l'agriculteur ou l'éleveur. Quatrièmement, et non des moindres, le quatrième constat, c'est que les problèmes environnementaux qu'on connaît et qu'on communique beaucoup depuis ces dernières années, sont tellement importants qu'il faut réagir. Donc, en 2-3 siècles, là aussi, on a épuisé ou quasiment épuisé beaucoup de ressources sur la planète. On sait pourtant depuis longtemps que la planète est limitée, mais on se rend enfin compte et il commence à y avoir une prise de conscience et des réactions par rapport à ça pour dire, trouvons d'autres solutions. On ne peut pas continuer à consommer et à épuiser notre planète de beaucoup d'éléments et pas seulement le pétrole. Le fer, le cadmium de nos batteries, l'or même qui se trouve dans les ordinateurs et les smartphones, etc. etc. Donc ces 4 éléments favorisent évidemment le retour ou la réactualisation sous de nouvelles formes de cette économie collaborative, de cette économie du partage. Évidemment que depuis une dizaine d'années, l'économie collaborative, le partage et toutes ces tendances ont été favorisées aussi par les médias digitaux. Depuis une dizaine d'années, on a tous accès à ces plateformes, à ces outils sur Internet, maintenant des smartphones très très performants dans nos poches. C'est évidemment un élément hyper important qui a permis justement de passer là aussi à du partage, d'abord dans le digital, donc dans tout ce qui est dématérialisé. On a assisté depuis une dizaine d'années surtout à cela dans la musique évidemment. On se rappelle tous des premiers sites d'échange, alors plus ou moins légaux à l'époque, ça commence souvent comme ça, mais des premiers systèmes d'échange de fichiers musicaux, après la vidéo est venue, etc. etc. Chacun peut petit à petit, dans le digital, produire et communiquer et mettre à disposition de la planète entière, si on veut, en temps réel, ces productions numériques, dématérialisées. Et on a vu évidemment que ça a complètement, en tout cas pour la musique, c'est peut-être le domaine le plus important, où c'est le plus flagrant, ça a remis en question en quelques années le système des majors, ça a en tout cas ébranlé ce système pour le remettre en question et les forcer finalement à trouver des alternatives et à développer aussi de nouveaux modèles. Donc dans le digital, ça a été facilement réalisable entre guillemets grâce à Internet, donc le partage est très courant maintenant et il grandit sans cesse.
Dans le domaine du matériel, ça arrive aussi depuis vraiment très peu de temps maintenant, mais on assiste au même phénomène que dans le digital depuis 10 ans, dans le monde matériel. Donc c'est Chris Anderson dans son livre Makers qui en parle très bien évidemment, quand il dit qu'on fait maintenant la même chose dans le monde matériel que dans le monde digital depuis 10 ans. À la fois on peut produire, on peut diffuser, mettre à disposition, et il parle de nouveaux modèles d'innovation, ça remet en question des choses établies depuis très très longtemps. Voilà, pour moi c'est beaucoup d'aspects positifs qui remuent un petit peu le système et font poser des questions à des systèmes établis avec beaucoup d'intermédiaires, à des systèmes lourds parfois et coûteux. Dans les moyens matériels, justement, donc la deuxième partie, ce à quoi on assiste à partir d'aujourd'hui ou depuis une année ou deux, il s'agit surtout maintenant, c'est surtout un mouvement qui est porté par les imprimantes 3D, par exemple. On a tous entendu parler d'imprimantes 3D. Parfois, les utilisations sont encore un petit peu simples, mais il y a toute une offre maintenant et toute une créativité, une innovation incroyable, en combinaison souvent entre les imprimantes 3D et d'autres procédés plus traditionnels, entre guillemets, qu'on a depuis longtemps, qui permettent une production. On parle de desktop manufacturing, donc chacun peut produire sur son bureau quelque chose, et là aussi le diffuser relativement facilement. Et tout ça, c'est des moyens de production qu'on n'avait pas avant. Mais maintenant, justement, cette production et ce partage, cette diffusion sont possibles grâce à ces choses-là, à ces équipements-là. On assiste aussi, évidemment, comme ça a été mentionné tout à l'heure, à des espaces de coworking, à des Fab Labs, des hackerspaces, beaucoup de lieux où, évidemment, les gens se rencontrent, les créateurs se rencontrent, tout un chacun peut aller échanger, apprendre des choses, amener et prendre des choses, demander des conseils et fabriquer avec ce qui est mis à disposition. En résumé, sur ce point-là, je trouve que le consommateur reprend sa place dans la chaîne de valeur. Justement, par opposition à ces 2-3 derniers siècles où on est en bout de chaîne, on consomme un bien dont on ne sait pas d'où il vient, comment il a été fait. On a parlé beaucoup de vêtements depuis 2-3 ans suite à ces accidents dans les pays d'Asie. Maintenant, on prend part de nouveau soit à la production, soit à la diffusion, soit aux deux. On est vraiment partie prenante de cette chaîne de valeur, ce qui change beaucoup de choses. On n'est pas juste un consommateur entre la production et finalement la fin de vie où on jette un objet, mais on s'implique beaucoup plus, ce qui provoque évidemment, ce qui entraîne un respect de la chose qu'on a fabriquée ou cofabriquée, dans laquelle on s'est impliqué, où on a rencontré le producteur parce qu'il est de proximité, il est près de chez moi. Ça change pour moi complètement en fait la période d'usage de ce bien de consommation, parce qu'on est beaucoup plus conscient qu'avant d'où il vient, quelle énergie, quelles valeurs ont été mises dans sa fabrication, et on est aussi plus conscient du coup sur sa fin de vie, c'est-à-dire sur ce qu'on va en faire après, si possible, lui donner une autre vie, le transformer, justement, le réparer, le combiner avec un autre objet, etc., etc. Pour revenir plus précisément à l'économie collaborative, au départ, évidemment, il s'agissait surtout de petites structures ou de particuliers ou de start-up. Maintenant, très vite, en fait, ça a donné naissance, ces start-up ont grandi, et l'exemple, peut-être un des exemples les plus grands, c'est Airbnb, qui est vraiment maintenant une société gigantesque au niveau, pour une plateforme internet qui fait dans l'économie collaborative. Et ça amène aussi d'autres sociétés traditionnelles à réfléchir justement non plus à une économie linéaire comme avant, mais à une économie de fonctionnalité dans laquelle on prime l'usage. C'est l'usage qui prime en fait. On loue un objet, on a besoin de l'usage d'un objet pendant un temps limité. On n'est plus propriétaire d'un bien qui nous encombre, qui nécessite d'être réparé, etc., etc. Dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle par rapport à l'obsolescence programmée aussi. Donc ces appareils qui, au bout de 18 mois ou de 12 ou 24 mois, tombent en panne parce que le fabricant a voulu, souhaite qu'on les remplace le plus vite possible. Au contraire, dans l'économie de fonctionnalité, quand un fabricant nous loue l'usage de l'objet, il a tout intérêt, à l'inverse, que son équipement, que son appareil, électroménager, voiture ou n'importe,
dure le plus longtemps possible. Donc cette économie était confidentielle, était toute petite au départ, mais maintenant, si on en croit le fondateur d'Airbnb, justement, lui prévoit que dans 10 ans, 10 millions d'entreprises auront été créées dans l'économie du partage. Dernière chose, si on regarde un petit peu les acteurs, qui sont les acteurs de cette économie collaborative? Pour moi, c'est principalement des nouvelles générations, principalement, en majorité, qui ne s'identifient pas dans la société qu'on leur a construite depuis quelques dizaines d'années, en fait. Des personnes, en fait, à qui les institutions ne correspondent pas, ni le système administratif, ni le système économique, ni même les institutions religieuses, ni même tous ces systèmes qu'on a mis en place depuis pas mal de temps ne leur correspondent pas. Ça ne répond pas à leurs questions, ça ne répond pas forcément non plus aux valeurs qu'ils ont envie de défendre dans leur travail et d'appliquer. Ça ne leur donne pas de réponse à leurs interrogations. Ces générations, ces acteurs de cette économie sont aussi beaucoup plus, évidemment, dans le partage, dans la communauté, et non dans la protection, dans la compétition. C'est finalement comme Internet, là aussi, comme dans le digital. C'est plus une collaboration, une ouverture, un maillage de personnes, de connaissances et de savoirs, plutôt qu'un système pyramidal. Leur fonctionnement, c'est finalement de prendre des choses qui existent, par exemple en open source, de prendre des éléments qui existent ici et là, et de fabriquer quelque chose avec ça. Donc, contrairement à l'économie traditionnelle qui protège chaque création, là, on assiste à une mise en commun de beaucoup d'éléments, matériels ou digitaux, numériques, et après, cette génération, enfin les gens de l'économie collaborative, ayant libre accès à ces éléments, les utilisent comme des briques de Lego pour en faire quelque chose de nouveau. Et ça devient leur produit ou leur service. Donc c'est vraiment une philosophie complètement différente. Et ce qu'on assiste aussi, ce qu'on constate aussi dans cette manière de travailler, c'est qu'il fonctionne beaucoup plus par itération. On n'a pas peur de se tromper. Parfois, j'appelle ça la génération pomme Z ou contrôle Z, mais c'est vrai que c'est une philosophie d'itération, d'essai, d'expérimentation, et on n'a pas peur de revenir en arrière, d'expérimenter, de confronter aussi aux clients, par exemple, et à toutes les parties prenantes de son business. Et dernière chose par rapport à ces acteurs, ce sont des gens qui justement ne se retrouvent pas non plus dans les places de travail la plupart du temps qu'on leur offre dans cette économie, dans ce système qu'on a mis en place depuis pas mal de temps. Et ils sont beaucoup plus prêts à créer leur propre profession, carrément, leur propre place de travail, mais aussi leur propre définition de leur profession. Dans le digital depuis 10 ans, mais aussi maintenant justement dans le monde matériel. Voilà, je crois que je vais passer sur les exemples, où je les liste juste très rapidement, mais les exemples très concrets d'économie collaborative. Par exemple, la machine du voisin en France qui permet d'aller faire sa lessive chez le voisin. Justement, on partage une machine à laver, on discute, on échange autre chose, ou je profite d'une machine et j'apprends l'espagnol, ou je ne sais pas quoi. Il y a un système d'échange. La ruche qui dit oui, un système d'agriculture contractuelle. Airbnb, on l'a cité. Le coach surfing aussi, pour aller dormir lors des déplacements. Le crowdfunding, je ne l'ai pas tellement abordé, mais tout ce financement participatif, on connaît KissKissBankBank, on connaît Kickstarter, on connaît WeMakeIt, etc., etc. Pour les bricoleurs, entre guillemets, dans le bon sens du terme, donc cette valorisation du savoir-faire, que ce soit du tricot, du bois, du carton, des petits objets en métal ou n'importe quoi, ou combiné avec de l'électronique ou des choses comme ça. Il existe aussi bien sûr Etsy.com, Etsy qui permet justement de mettre à disposition ces fabrications, qu'elles soient des pièces uniques ou à quelques dizaines d'exemplaires. Dans la mobilité, il existe Blablacar, bien sûr, en France, Drivey, Tuxme, ici en Suisse romande, etc. Pour terminer, j'aime bien fonctionner par images. Là, je ne les ai pas dessinées, mais 2 points me semblent importants. La consommation n'est plus linéaire, justement. Le consommateur n'est plus juste dans la tranche d'usage entre la fabrication et la fin de vie, mais il est partie prenante et on assiste à une consommation circulaire aussi parce que justement le producteur, les fabricants réfléchissent de manière circulaire pour générer moins d'impact sur la planète, plus de durabilité et utiliser moins de ressources. Le deuxième point, c'est que l'économie, le système économique, petit à petit, grâce à cette économie collaborative et tout ce mouvement,
n'est plus pyramidale comme on l'a connue depuis pas mal de temps, mais horizontale. Ça, c'est vraiment le point important dans l'économie collaborative. Juste quelques éléments pour poursuivre. Évidemment, c'est des grands classiques dans ce domaine. La vie chère et la co-révolution d'Anne-Sophie Novelle. Le mouvement We Share à droite, qui est un mouvement extraordinaire depuis 2 ans à Paris, en France, et qui s'est maintenant exporté dans plein de pays. Il y aura un festival We Share Fest au début du mois de mai à Paris. Le premier était vraiment extraordinaire. Et effectivement, qui viendra ? Benjamin, un des cofondateurs, ou Antonin, ou Flore viendront au G21 justement le 5 et 6 juin à Lausanne. Les autres grands classiques, c'est le livre de Rachel Botsman et puis Makers à droite de Chris Anderson, plus précisément sur la nouvelle révolution industrielle justement pour passer du digital vers le matériel, vers les atomes, comme il dit. Et au milieu, j'ai placé le magazine Socialter qui est tout récent. Enfin, il a débuté il y a 4 mois ou 5 mois. C'est le 3e numéro maintenant. C'est le seul magazine francophone, en français, disons, qui parle justement de ces nouveaux modèles, de cette nouvelle économie, nouvelle génération, comme il est sous-titré, que je vous conseille aussi, voilà. Merci beaucoup. Merci Vincent. Tu te définis comme un prospectiviste, mais tu es aussi consultant, spécialiste en communication visuelle et consultant en économie collaborative. Tout de suite, pour enchaîner, j'aimerais juste dire que Tuxmi a ses bureaux à la Muse. Ils sont intéressants parce qu'ils ont même plus de bureaux, mais ils viennent faire leur réunion à la Muse. Ils ont même pas. C'est tout à fait étonnant comme entreprise. Ils sont à la Muse. Si vous souhaitez les rencontrer, vous pouvez. Et puis tout de suite, j'appelle Antoine Buret, qui prépare une thèse en socio-anthropologie sur les tiers-lieux et qui est le co-auteur du Manifeste des tiers-lieux et qui va nous parler de la pensée, seul contre tous, à la compréhension du « nous ensemble ». En tout cas, c'est le titre que j'avais trouvé qui te correspondait bien, mais il ne va pas parler de ça. On l'applaudit. J'ai des slides aussi, je vais peut-être les mettre quand même. Bonjour à tous. Attends, je te mets les slides. Ouais, si possible. Ouais, je vais le faire. Hop, voilà. Alors, c'est pas ça. C'est lequel ? Juste en dessous, là. Je sais comment faire. Très bien. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais revenir et féliciter Vincent Girardin pour son intervention qui permet de faire une big picture sur tout ce dont on va parler. Néanmoins, il y a quelques dissensions entre le mouvement We Share qu'on connaît bien, qu'on a suivi, qu'on a soutenu dans les tiers-lieux, je parle. Il y a quelques dissensions, notamment sur le modèle Airbnb qu'il s'agit de suivre. Quant à notre sens, justement, ce modèle tente à reproduire quelque chose qui n'est pas pérenne. C'est le modèle d'une start-up dominante qui, par ruissellement, va permettre à d'autres de se soulever. Nous, on parle plutôt de quelque chose de distribué. Si on a un modèle à suivre, ce serait plus Wikipédia. Je ne vais pas parler de ça vraiment. Moi, je suis venu pour vous parler de tiers-lieux. Et dans la salle, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà entendu ce concept. À la base, ce concept est né dans les années 80 par un sociologue américain qui voyait en fait apparaître des espaces mi-publics, mi-privés, mi-professionnels, mi-privés, pardon. Et vous voyez des gens travailler en fait dans les Starbucks, ces cafés où il y avait un Wi-Fi et les gens venaient travailler. Il appelait ça des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux à la tangente entre le domicile et le lieu de travail. Ce terme m'a passionné, à vrai dire. C'est aussi sur ce terme, avec ce terme que je suis venu à la Muse, puisque j'ai moi-même été Muse Keeper. Et puis, en avançant dans ma recherche, puisque je fais une recherche en socio-anthropologie sur ce concept, je me suis rendu compte qu'il cachait quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus complexe. Et donc, je suis allé voir, je me suis entouré de beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup d'espaces, que ce soit des Fab Labs, des hackerspaces, des tech shops, des espaces de coworking, ce dont on parle depuis tout à l'heure, des dynamiques de co-création, et j'ai essayé de comprendre ce qui se cachait derrière tout ça. Ce que l'on voit, c'est que finalement, il y a des valeurs communes, mais des pratiques différentes. Et dans un tiers-lieu, c'est à partir de ces valeurs qu'on va essayer de construire quelque chose. Le manifeste vise en fait à essayer de déceler l'esprit des tiers-lieux, ce qui se cache. Pourquoi des gens viennent dans un espace ?
partage des ressources, partage du savoir et essaye de créer collectivement un bien commun. C'est ce qui se passe dans nos espaces. On est ensemble, on discute, on met nos savoirs en commun, on partage des ressources, et puis ensuite, ces savoirs vont constituer un bien commun sur lequel on va s'appuyer pour ensuite créer nos propres services. L'idée et l'intention derrière tout ça, c'est d'essayer de résoudre finalement des problèmes de société en créant des services d'intérêt général sur la base de ces savoirs accumulés en bien commun. J'espère que je suis très clair. C'est des concepts, je sais très bien, je suis un peu perché, mais c'est pour ça que je travaille beaucoup aussi sur le terrain, c'est-à-dire que je fais un va-et-vient entre le terrain, faire le concierge, faire le muse-keeper et en même temps des aspects beaucoup plus théoriques. C'est ce qui rend la chose un peu passionnante et un peu schizophrénique aussi, à vrai dire. Bref. Le manifeste des tiers-lieux se décline en 10 points. 10 points qui visent non pas à être une charte, à édicter comment et ce qui doit être un tiers-lieu, mais 10 points qui semblent prendre la totalité des initiatives existantes et qui se rapportent sur comment en fait on va essayer de trouver des solutions pour changer le monde. C'est pas un terme qui me plaît bien, mais trouver des solutions pour créer une société un peu plus durable. Les 3 premiers points, parce que je ne vais pas vous énoncer l'entièreté du manifeste, sont le collectif, dans un premier temps, l'espace et le travail. Le collectif, pourquoi? C'est-à-dire comment se crée un tiers-lieu finalement. Ce sont des gens qui vont être, on va dire, en rupture, que ce soit une rupture cognitive ou une rupture sociale avec la société. Soit pas de travail, soit ils veulent faire autre chose, soit ils veulent innover. Et ces gens vont se réunir et puis finalement créer une dynamique autour d'une idée, une idée qui nous se rapproche plus de la contribution, comment on peut contribuer, et ils vont créer une dynamique autour de cela pour ensuite essayer de créer des services, créer quelque chose de neuf qui puisse transformer le quotidien et apporter de la valeur ajoutée. L'espace, ce n'est pas un espace 4 murs. Bien sûr, on a parlé des coworking, qui est la posture centrale du tiers-lieu. On est là, on travaille tous ensemble. Ça, c'est une chose. Mais quand on parle du tiers-lieu, ce n'est pas les 4 murs. C'est comment on va créer en fait une interface qui va permettre un échange de biens et de savoir entre des gens. C'est un peu Internet finalement. Ce qu'on dit souvent avec Johan, quand on parcourt un peu la France pour faire des interventions, en gros, le tiers-lieu, c'est Internet en bas de chez soi. Et le processus, si le tiers-lieu est Internet en bas de chez soi, le processus, c'est le logiciel libre, les logiques du logiciel libre. Comment le logiciel libre s'est développé et comment ces logiques-là vont pouvoir donner de la valeur ajoutée sur notre territoire. Comment on va pouvoir reproduire ces choses-là sur notre territoire pour créer des nouveaux services, créer des nouveaux produits qui ne soient pas propriétaires, qui n'appartiennent pas à une seule personne, mais qui appartiennent à tout le monde. Je suis bien clair? En gros, vous voyez les forges. Vous avez entendu parler des forges sur Internet. Ces forges sont des lieux, en fait, des hubs, où les codeurs vont mettre des briques de code un peu partout, tac, 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 et ensuite, ils vont reprendre ces codes, les modifier, alimenter finalement la forge et créer un énorme bien commun. Ce bien commun, ils vont s'en servir pour créer leur propre structure d'affaires. Le tiers-lieu fonctionne de la même manière. Chacun vient avec son projet individuel, alimente un bien commun, se sert de ce bien commun pour ensuite alimenter son projet individuel. Et comme ça, on voit apparaître une multitude de services, de nouvelles possibilités sur les territoires. En avançant sur cette thématique, j'ai cherché des terrains, finalement, des terrains qui seraient un peu des terrains test, des terrains exemplaires. Il y a beaucoup d'initiatives, comme je vous l'ai dit, en PACA, dans le nord de la France, en Afrique, en Belgique, à Genève aussi. Mais il y a un territoire qui me semble plus que pertinent sur ce sujet, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne en France, dont Johan vous parlera aussi, puisque c'est là-bas qu'on travaille ensemble. Saint-Étienne, c'est une ville qui, à la base, est une ville industrielle. Et depuis 30 ans, c'est une ville qui s'est totalement paupérisée. Il n'y a plus rien. Beaucoup de chômage. Des outils de production qui ne fonctionnent plus. Elle était basée justement sur la production d'armes. Il y avait une grande armurerie. Et puis, ils ont décidé de faire un virage, au début des années 2000. Le virage du design. Ils sont devenus la capitale européenne du design. Quand je parle de design, je ne parle pas de créer des jolis produits ou créer des jolis mobiliers, pas seulement. C'est toute une logique. Comment on va repenser le développement du territoire à l'aune du design. Et là, je balance mon premier slide. Merci, parce que j'ai la bouche sèche. Je suis tellement ému, vous savez. Non, mais ouais, j'ai beaucoup travaillé ici, je suis parti, je suis revenu, c'est émouvant. Et voilà. Merci, ça se voyait? Attends, puis je vais même te passer les slides.
suis un privilégié. Wow, attends, Ah, je on vais va pas y comme ça. arriver. Non, non, franchement. Merde, c'est la fin, ça. Je reviens. Voilà. Ah, ils sont beaux en plus. Ouais, c'est notre design, c'est notre graphiste qui nous les a fait. Saint-Étienne, pardon, a décidé. Hein? Ah, j'ai déjà beaucoup parlé. Faut que je me taise. Ah, mais ça, Geneviève, hein, depuis la muse, faut toujours que je me taise. Oui, oui, je commence maintenant, mais je vais aller vite en fait. Ouais, je suis désolé. Bon, en gros, Saint-Étienne a décidé de se développer son territoire par les tiers-lieux et par le design. C'est-à-dire que bien sûr que le design est important, mais s'il n'y a pas de tiers-lieux, c'est comme l'économie collaborative, s'il n'y a pas de tiers-lieux, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs-là? Les designers développent des savoirs. Les tiers-lieux vont permettre de réarticuler ces savoirs sur un territoire, ce qui fait que tout le monde va pouvoir en profiter. Et ce qui fait qu'une myriade de petits entrepreneurs, d'organisations vont bénéficier de ce bien commun et développer énormément d'entreprises, énormément de services. Et la ville, comme ça, monte en grade. La ville passe à un autre niveau. La ville devient exemplaire, la ville devient innovante. C'est ce qu'on appelle les villes contributives finalement, ou les villes peer-to-peer. Vous voyez ces concepts-là. C'est comment on va créer un socle informationnel commun où chacun va pouvoir prendre ce socle et développer ces choses. Et Saint-Étienne se développe à cette aune-là. Je vais aller plus vite, Geneviève. Il se développe aussi en opposition au ruissellement, les théories économiques du ruissellement, ce que je vous disais tout à l'heure, on met quelque chose en haut et en descendant, et la valeur va descendre pour pouvoir inonder tout le territoire. Là, c'est par pollinisation, c'est aussi une théorie économique qu'on emprunte notamment à Yann Mouillet-Boutang, que j'aime beaucoup. C'est comment on va être influencé par ce que font les abeilles finalement, en allant butiner un peu partout, polliniser un peu partout, pour ensuite ramener vers la ruche et créer une grosse valeur. C'est comme ça que les territoires vont se développer. L'équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt général, c'est aussi un truc qui est au centre du tiers-lieu. C'est aussi comme ça que s'est développé Internet. C'est-à-dire qu'on va, je reviens toujours au même point, on crée ce bien commun et on s'alimente de ce bien commun. Et c'est par cet équilibre-là, parce qu'il y a cet équilibre-là, qu'une société peut fonctionner. Le libéralisme c'est construit sur cette idée-là. Simplement, il s'est construit aussi maintenant sur ce déséquilibre-là. L'intérêt individuel a primé sur l'intérêt général. Il ne s'agit pas de passer au communisme où l'intérêt général va primer sur l'intérêt individuel. Il s'agit de préserver cet équilibre-là pour construire de nouvelles choses et avancer ensemble. Là, j'ai pris un concept qui est cher à Genève, notamment, et à Xavier Comtesse qui est dans la salle, que j'ai beaucoup travaillé aussi. C'est comment on passe d'une start-up à une net-up. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette idée. La net-up n'est pas l'entreprise qui travaille sur le web, pas simplement, c'est une entreprise qui se développe en réseau. Et donc par un mécanisme de co-création, en préservant et en étant très attentif à la rétribution et à la contribution. J'ai travaillé dans une start-up qui n'avait pas fait attention à ça, qui parlait de co-création. Le problème, c'est que la co-création, quand ça ne va que dans un sens, ça ne peut pas fonctionner. Il faut pour cela faire bien attention à la rétribution. Et les libristes, les logiques du libre, ont des solutions énormes là-dessus, notamment par les licences qu'ils proposent. Et donc dans les tiers-lieux, ce qu'on voit apparaître, c'est ce genre de modèle. Ce sont des vrais net-up dans ce cas-là. Pour finir, en fait, c'est pour conclure, parce que je dois aller vite. Pour conclure, on n'a pas de solution. Je dis qu'on cherche des solutions. On n'a pas de produit fini. On est dans la prospective permanente. On explore. Donc ce que l'on va présenter, si je vous parle par exemple de notre système d'information Movilab qui est accessible, il n'est pas parfait. Ce n'est pas le but qu'il soit parfait. Le but, c'est de le laisser suffisamment ouvert pour que tout le monde puisse s'en imprégner, puisse l'alimenter, l'améliorer et qu'on crée ensemble ce bien commun pour pouvoir avoir un avenir, je l'espère, meilleur, car en ce moment, c'est quand même très difficile. La crise économique fait des ravages, on est quand même un peu dans la merde, et je pense que c'est en s'y mettant tous ensemble qu'on peut faire quelque chose de pas mal. Voilà. Santé. Merci beaucoup. On attend avec impatience ta thèse. Et puis je meuble un peu parce que Johan a disparu, puis on l'attend, mais il vient de Saint-Étienne et puis il va arriver. Donc Johan Durieux, effectivement, il est co-auteur du manifeste des tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de Johan pendant qu'il n'est pas là? Alors, Johan
Johan, ah bah vas-y, dis-toi. Non, vas-y, dis 2 mots. sur Johan a un parcours passionnant. Il a commencé dans l'assurance. Il y a 10 ans, il a tout arrêté pour se mettre dans les EPN, les espaces publics numériques. C'est là où l'importance du numérique, que je n'ai peut-être pas évoqué, est apparue. En avançant dans la création d'espaces publics numériques, c'est-à-dire sur la médiation numérique, comment faire que dans les territoires on puisse comprendre et apprivoiser le numérique, il a participé à la création de ce concept de tiers-lieux. Il a donc créé le réseau international des tiers-lieux open source francophones. Et j'en profite pour vous inviter pendant 15 jours à Saint-Étienne du 7 au 18 avril pour la rencontre internationale des tiers-lieux francophones où il y aura tous les tiers-lieux de France, de Belgique, de Suisse, d'Afrique et de Québec qui vont se réunir pendant 15 jours pour pouvoir avancer ensemble, se connaître mieux et puis trouver ces solutions dont on parle depuis tout à l'heure. Johan, il a chauffé la salle. Tiens, voilà. Merci. Voilà. Merci bien, j'ai toujours du mal avec les pupitres en fait. Ça fait pas très coworking justement, et du coup, vu qu'on doit parler du coworking. Alors je rassure, j'étais un petit peu embêté, je me suis dit mince, tu vas t'embêter parce que moi je viens vous parler des concierges et heureusement j'ai été sauvé, il y a le mot co dans concierge et vous allez voir que ça revient à la mode en fait. Alors moi, juste avant de commencer, moi d'abord en tant que concierge, donc je suis concierge du comptoir numérique à Saint-Étienne, également du Mixeur, concierge également de la communauté internationale des tiers-lieux open source, comme l'a dit Antoine. Et donc moi, pour vous expliquer la conciergerie, j'ai besoin d'abord de vous présenter mes potes, ceux que vraiment ils m'inspirent, mes héros, on l'a appelé ça les héros de l'ombre. Et juste avant, par contre, comme effectivement je suis co-auteur du manifeste avec Antoine, je ne reviendrai pas sur les tiers-lieux pour ma présentation, mais je voudrais juste dire en rebond avec ce que vous avez entendu tout à l'heure, la personne de WeShare, étant moi-même un des cofondateurs de WeShare, ce qu'il a dit, c'est vraiment vers ça qu'on est tous en train d'aller, à grande échelle. D'une façon mais claire, quoi. Vous pouvez en parler des heures si vous voulez, mais déjà vous voyez en 1 an et demi, 2 ans, le parcours de WeShare qui a connecté 45 villes dans le monde, et c'est qu'un début. Et de voir qu'en moins d'1 an et demi, 2 ans comme ça, il y a une telle déferlante aussi bien d'entrepreneurs, dans le social, dans l'éducation, partout où on se déplace, on rencontre des WeShare, comme on rencontre des colibris en ce moment, comme on rencontre des Mexens. Tout ça, c'est des belles communautés inspirantes, et ce qui vous a été dit, c'est fabuleux. Mais ça ne marchera pas. D'ailleurs, quand vous avez la petite vidéo de WeShare, tiens, pourquoi ça ne marche pas à la fin? Ça ne marchera pas tant qu'il n'y aura pas des tiers-lieux. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut des écoles pour apprendre tout ça, puisque là, on est 350 dans la salle. Tu as parlé du développement durable, je ne sais plus où il est. Oublions pas qu'on va être 9 milliards d'individus en 2050, et on sait très bien que la planète ne le supporte pas. Donc il est temps vite de passer à ces pratiques, mais si effectivement il n'y a pas une école en bas de chez soi pour apprendre tout ça, ça ne marchera pas. Et ça s'appelle le tiers-lieu, et j'espère qu'ils seront open source. Ça, c'est la petite anecdote, mais ce qu'il a dit, ça m'a fait